Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e volet du cycle de webinaires On en parle sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. J'accueille aujourd'hui Marion Delpech et Cindy Ledissez qui ont cofondé ensemble l'association Act Right. C'est une association qui accompagne les structures du monde de la nuit en mettant à leur disposition des outils et des moyens pour mettre en place une fête plus sûre, plus paritaire et mixte. Et nous allons donc parler ensemble des différents outils qui permettent d'améliorer les pratiques de ces équipes, notamment en tant que structure qui organise des événements dans le monde de la nuit et des musiques électroniques. Je vais leur laisser la parole dans quelques secondes, le temps encore d'attendre peut-être les derniers arrivants. Et juste avant, je vais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran. On y répondra au fur et à mesure de la présentation. Voilà, et puis petit point d'actualité de la cellule Égalité Femmes-Hommes, comme d'habitude, le programme d'aide est toujours ouvert jusqu'à jeudi prochain. Sur le dispositif d'aide dédié à l'égalité femmes-hommes et il est ouvert jusqu'à jeudi prochain pour déposer vos demandes d'aide. Voilà, Marion et Cindy, c'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde, on ne vous voit pas mais on sait que vous êtes derrière l'écran, donc enchantée. Merci tout d'abord au CNM de nous avoir conviés à participer à ce cycle et aussi à tout le travail qui a été fait en amont, notamment l'année dernière sur ces questions-là. On est ravis d'y participer. Pour introduire, on va peut-être se présenter. Cindy Ledissez, agent et manager d'artistes et cofondatrice d'AMS Booking et Natsat. Et j'ai rien oublié, je crois. Non. Et de mon côté, moi qui ai cofondé PWFM, qui normalement, de base, organise des événements de musique électronique, surtout avec les jeunes artistes français. Cindy et moi, pour expliquer un peu le topo, en fait, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans où Cindy, de son côté, elle avait régulièrement des soucis de sécurité pour ses artistes, notamment ses artistes femmes, que ce soit dans les VTC ou en tout cas en allant sur les lieux des événements, pendant les événements, voire même après les événements. Et puis moi, de mon côté, côté public, en fait, c'était une période où il y avait pas mal d'histoires d'agressions sexuelles, voire de viols dans pas mal de clubs. Moi, j'ai eu la chance de jamais en avoir dans mes événements, ou en tout cas, je ne suis pas au courant et j'espère que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est des questions qui étaient de plus en plus présentes. Et donc, en discutant ensemble, on a voulu monter ce projet-là, Act Right, qui souhaite donc mettre à disposition tous les outils et clés pour les professionnels des musiques électroniques. Cette naissance du projet, l'idée, c'est de mettre en place un protocole d'action clair et à disposition donc pour tout le monde, et d'en faire après sur le long terme un label de qualité qui pourrait testifier, on va dire, que ce professionnel-là a mis en place un certain nombre de mesures pour en tout cas aller dans le bon sens et être tous acteurs et actrices du changement. J'en profite juste pour rappeler que évidemment, là, le webinaire est pas mal focus sur les agressions sexuelles et sexistes. Mais c'est vrai qu'avec ce projet-là, on a une vision assez intersectionnelle. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes sur ces sujets-là, mais on pense que c'est important aussi de repréciser toutes les minorités, notamment les personnes de la communauté LGBTQIA+, également les personnes racisées où en général, il y a les mêmes soucis et voire parfois, et on en parle encore moins. Donc, c'est vrai qu'on essaye de l'englober dans sa globalité, même si parfois il y a des spécificités, évidemment. Et même si on en parlera un tout petit peu aujourd'hui, mais un peu moins, c'est vrai qu'on essaye aussi pas mal de s'axer autour de l'écologie, parce qu'on part du principe que le monde de demain passe aussi par ces considérations-là et également de la réduction des risques, donc tout ce qui est donc consommation d'alcool, de drogue, comment on peut accompagner le public et comment on peut éviter d'avoir des incidents parfois, malheureusement, parfois mortels. En gros, donc, on est ensemble pour 1 heure. Avec Cindy, on a dispatché le plan en trois parties. On parlera d'abord plutôt des formations. Enfin, Cindy parlera plutôt des formations, donc formation agent de sécurité, équipe, bénévole, etc. Ensuite, on parlera un peu de la communication et ce qu'on peut mettre en place, notamment pour interagir avec le public et donc être un peu plus visible sur ces questions-là. Et puis ensuite, on parlera à la fin d'actions annexes ou en tout cas même d'actions que vous pouvez mettre en place directement sur vos événements et qui permettent d'être plus safe. Au départ, ça devait être 30 minutes de présentation puis 30 minutes de questions. On s'est dit que finalement, c'était peut-être sympa. N'hésitez pas, comme disait Alexandra,
poser vos questions directement dans le chat et on essaiera d'y répondre en même temps de faire la présentation. Comme ça, il y a une vraie interaction tout du long. Et Voilà. on a déjà une question. Voilà. Donc, il y a une personne qui demande si une fois que le label sera lancé, est-ce qu'il y a possibilité que des associations locales le mettent en place sur leur territoire? Alors ça, on ne s'est pas encore posé cette question-là. Effectivement, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Maintenant, c'est un protocole qu'on peut mettre en place et si les associations locales en question souhaitent en discuter avec nous, on est tout à fait ouverte à réfléchir à un protocole à mettre en place de façon à ce que le label puisse effectivement... oui, mais on n'a pas encore réfléchi à ça, mais oui, ils peuvent nous contacter par la suite et on peut travailler là-dessus pour mettre un protocole éventuellement via, je ne sais pas, les mairies, les collectivités locales. D'accord, merci. Ouais, puis, c'est vrai, d'autant plus, on en reparlera un peu après, mais notre but, c'est de travailler aussi avec les associations régionales, locales, etc. Nous, c'est vrai qu'on est basé à Paris, donc évidemment, on connaît pas, enfin, on n'est pas sur place tout le temps et c'est important que tout le monde puisse participer. Il y a pas mal d'autres assos aussi qui bossent sur le sujet, donc l'idée, c'est d'essayer de mutualiser les forces pour être le plus efficace possible. Voilà. Je te laisse le relais sur les formations. Voilà, d'ailleurs, donc du coup, effectivement, on a un premier grand axe sur la question du label qui est la formation. Déjà, avant la formation, ce qu'on souhaiterait, c'est que chaque structure puisse mettre en place une charte. Donc nous, on aura une charte ActRight qu'on mettra à disposition de chaque adhérent. Et ensuite, on peut aussi travailler des chartes au cas par cas, en fonction des organes, en fonction des lieux, des festivals, etc., qui soient un peu plus adaptés. Et ensuite, il y a un gros focus sur des formations de sécurité qu'on va faire en 3 volets. Donc, vraiment un volet agent de sécurité où on va plus axer nos formations sur la nécessité de demander, parce qu'en tant qu'organisateur, vous avez la possibilité, on sait que c'est sous-traité en général, excusez-moi. Donc on sait que vous avez quand même la possibilité de demander aux sous-traitants d'avoir un chef référent formateur qui soit spécifiquement formé aux questions de la prévention des violences sexistes et sexuelles sur le lieu. C'est quelque chose que vous pouvez faire et on a des lieux qui sont déjà engagés, dessus et les boîtes de sécurité sont de plus en plus ouvertes effectivement à mettre à disposition des agents formés spécifiquement pour les événements festifs de nuit sur lesquels on rencontre des particularités, des spécificités qui ne vont pas forcément rencontrer dans d'autres secteurs et pour lesquels il est essentiel qu'ils soient formés parce que sur des formations d'un mois qu'ils ont, ils n'ont qu'une seule journée et encore c'est très récent qui aborde ces sujets-là en fait. Voilà. Et donc nous, on va aussi axer les formations de la sécurité sur la parité. On estime que c'est important d'avoir à l'entrée, surtout au niveau des fouilles, des équipes mixtes, mais aussi à l'intérieur qui tournent pour désamorcer une situation. C'est bien d'avoir des équipes mixtes, pas forcément avoir que des gros bras. C'est des fois plus simple de désamorcer une situation quand on a un homme, une femme et 2 points de vue différents. Et d'accentuer aussi le dialogue via des réunions entre les équipes encadrantes du lieu et les référents sécurité pour faire des petits rapports d'incidents et de voir justement ensemble en interne ce qu'on peut faire pour améliorer les pratiques. Ensuite, on a une partie vraiment spécifique, formation professionnelle, équipe encadrante, lieu, orga, etc., pour voir comment on s'organise sur son lieu. Et une partie formation bénévole
qui va être effectivement un tout petit peu différente en fonction de la taille de votre lieu, de la durée de votre événement et du nombre de bénévoles que vous allez avoir sur votre lieu. En sachant qu'en général, si vous avez 300 bénévoles, on ne va pas former 300 bénévoles, on va former peut-être 30 référents qui feront eux-mêmes les formations derrière aux bénévoles sur des briefs qu'on leur aura préparés et qui seront à même de refaire à chaque turnover, parce qu'on sait qu'il y a énormément de turnover, ça tourne tout le temps, et si c'est 2-3 fois dans la journée, refaire 2-3 fois les briefs à chaque fois aux nouvelles équipes. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si, sur les assos, je voulais préciser que nous, sur la question des formations, on travaille déjà en fait avec les associations qui sont sur le terrain aujourd'hui. On estime que pour nous, c'est important de faire travailler tous ces bénévoles qui, depuis plusieurs années, s'activent et sont réellement formés et à nos spécificités, aux spécificités des musiques électroniques et du milieu festif. Et on n'a pas la volonté de passer par des organismes de formation qui ne connaissent pas forcément notre milieu en fait. Et on a volonté de justement rémunérer ces personnes-là, qu'elles continuent à s'investir, à pouvoir s'investir aussi, parce qu'au bout d'un moment, en fait, elles ne pourront plus s'investir si au bout d'un moment, c'est que du travail bénévole. Et elles sont déjà très, très investies sur le terrain et surtout partout en France, actives dans chaque région. Donc, on a un gros réseau dont peut-être vous avez entendu parler si vous avez suivi la formation de Consentis qui s'appelle Nuisible, d'associations de formation sur toute la France, en fait. Tu veux que je rebondisse? Ouais, en effet, hormis ces formations agents de sécurité, équipes encadrantes et bénévoles, on travaille également avec les organisateurs pour mettre en place des safe zones, tout simplement. Hein, il arrive quelque chose à quelqu'un. Donc, évidemment, le référent va, on va dire, prendre cette personne en charge pour l'amener à la safe zone. L'idée avec ces référents, évidemment, c'est aussi de les former pour leur expliquer quel mot il faut dire, tout simplement. Ça, on sait que parfois, il suffit d'une agression et on n'est pas forcément bien reçu. Et donc, après, ça empire encore plus le cas. Donc, avoir les bons mots, comment les accompagner aussi, les rediriger, évidemment. Est-ce qu'il faut après rediriger peut-être vers les pompiers ou vers la police, etc. Donc, finalement, avoir tout un parcours d'une certaine manière qui soit bien balisé, on va dire, et où il n'y a pas de laps de temps où finalement les victimes sont un peu entre deux et elles ne savent pas trop où aller. Ça rejoint aussi notamment, comme disait Cindy, des équipes volantes qui soient reconnaissables, que ce soit des bénévoles ou même des équipes en interne, et où les personnes savent que, hormis les agents de sécurité, elles peuvent directement aller voir ces personnes-là. Finalement, la bienveillance, tout simplement, mais qui est affichée grandeur nature. Alors après, en fonction des événements ou des organisateurs, il y a des moyens différents à mettre en place pour être reconnaissable. Mais bref, des choses du genre qui nécessitent en tout cas d'être généralisées. Nous, sur les formations, en tout cas avec les organisateurs et les lieux avec lesquels on travaille pour l'instant, évidemment, c'est des formations qui sont modulables en fonction de la taille des besoins. Certains ont besoin que d'une partie ou de l'autre. L'idée, c'est vraiment de faire du cas par cas. Et c'est vrai, comme tu disais, Alessandra, il y a donc un dossier de subvention que vous pouvez déposer jusqu'au 16 avril, en effet, sur ces questions-là. 15, pardon. Mince. Je remets le lien dans le chat vers le programme d'égalité femmes-hommes du CNM. Voilà, et qui notamment permet d'avoir des subventions pour faire ces formations, enfin en tout cas pouvoir payer ces formations. Donc c'est clairement le moment d'en profiter. On sera très très content, le public, les associations qui travaillent dessus et le CNM. Pardon, tu veux dire quelque chose, Alessandra? J'ai des petites questions sur les formations. J'ai une personne qui nous demande si vous avez déjà des noms de sociétés de sécurité qui auraient formé leurs agents ou chefs de sécurité. Oui, on en a un, mais je ne sais pas si on peut en parler, mais on sait que chez Spartiate, il y a des gens qui sont formés. D'accord, merci. Et puis, il y a d'autres questions. Une personne qui vous remercie de rappeler l'importance de l'approche intersectionnelle et qui vous demande si, dans le cadre de la formation pour le personnel de sécurité, vous abordez la question des fouilles pour les personnes non binaires. Oui, en effet, on pense que c'est indispensable, en effet, de mettre des fouilles qui soient non genrées, et puis également aussi de rappeler
les agressions sexuelles, hein, tout simplement. On ne touche pas les seins, on ne touche pas le sexe des personnes, même pour aller chercher de la drogue, etc. Que légalement, c'est illégal, tout simplement. Donc oui, de refaire un gros topo sur les fouilles, ça nous paraît indispensable. Et ça rejoint aussi même la question des toilettes non genrées, par exemple. Enfin bref, toutes ces situations qui peuvent mettre parfois mal à l'aise des personnes. Donc ouais, évidemment, c'est inclus dedans et ça nous semble indispensable. Ouais. J'ai encore une question d'une personne qui demande si vous pouvez repréciser les thèmes des formations, des différentes formations que vous proposez. Oui, bien sûr. Donc, on a une formation spécifique agent de sécurité, une formation spécifique équipe encadrante, une formation spécifique bénévole. Et les formations sont axées sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, en grande partie, et la sécurité du public et également des équipes en interne. Et évidemment aussi toujours avec un petit topo réduction des risques parce que ça fait pas de mal aussi. Enfin bref, quand même. Mais c'est vrai que oui, le grand axe, c'est surtout les violences, en effet, comment s'en prémunir. Alors, j'ai une autre question sur l'intersectionnalité. Est-ce que vous avez un volet sur les biais racistes de certains vigiles à l'entrée ou de physio type d'élite faciès? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui va faire aussi partie des formations spécifiques des agents de sécurité au départ, en fait. D'accord. Oui. C'est clair. Comment réagissent les agents de sécurité hommes face à vos formations et est-ce qu'ils comprennent les enjeux ou est-ce qu'ils se sentent remis en question ou en cause? L'idée, c'est pas du tout de les acculer de toute façon. Donc, en fait, tout simplement de recréer du dialogue. Et il y en a même qui se rendent compte aussi que parfois, ils n'avaient pas suffisamment de formation et qu'ils pouvaient éventuellement mal agir. En général, c'est pas, comment dire, c'est plus de la mésinformation et où, en fait, c'est juste une histoire de dialogue. Donc, en fait, non, il n'y a pas de. Ils ne se sentent pas vexés. Et puis, nous, l'idée, surtout, c'est que les personnes qui fassent les formations, elles aient envie de le faire. Donc, à partir de ce moment-là où tu t'es engagé et que tu as une bonne volonté, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et nous, idéalement, vraiment, au final, ce serait justement que les organisateurs ou les clubs ou les festivals puissent finalement choisir des personnes qui ont été expressément, enfin, qui ont demandé expressément d'être formées pour et donc qui sont aptes. Et finalement, en fait, ça crée un cercle vertueux. Donc, mais pas d'obliger les gens, parce que de toute façon, s'ils sont obligés, on sait qu'en général, ça mène à rien. Donc, c'est pas le but. Non, l'idée, c'est vraiment, effectivement, on sait que ces grosses boîtes sous-traitantes, elles n'ont aujourd'hui pas assez de personnel pour répondre à la demande, en fait, et que les problèmes viennent en général des équipes volantes, en fait, et pas des équipes permanentes, en fait, qui sont déjà dans ces structures. Et ça, c'est peut-être aussi un moyen à terme, justement, de pouvoir nous cibler en tant qu'organe des personnes qui sont formées et ça va aussi obliger les boîtes de sécurité peut-être à demander même aux équipes volantes de se former si jamais elles désirent dorénavant travailler sur du milieu festif et ce sera plus safe pour tout le monde, pour eux comme pour nous de toute façon. Donc, c'est bénéfique au bout d'un moment. Oui, puis c'est un peu effet boule de neige finalement. Pour l'instant, c'est pas encore comment dire, c'est pas légion d'une certaine manière, mais petit à petit, quand on voit tout le monde se former, on se dit aussi finalement, il faut peut-être se former. Et bref, cercle vertueux toujours. C'est tout pour... Ah non, c'est pas tout pour les questions. Pardon, j'ai parlé trop vite. Est-ce que les formations sont aussi dispensées aux gérants d'entreprises de spectacle ou est-ce que vous êtes vraiment sur le milieu de la nuit spécifiquement et exclusivement? Non, on n'est pas exclusivement, spécifiquement sur le milieu de la nuit. Évidemment, tout ce qu'on propose, nous, sur le milieu de la nuit, parce que c'est notre milieu de base et que c'est ce qui nous touchait de base, mais c'est tout à fait adaptable sur n'importe quelle structure de spectacle vivant, effectivement. Ok, cette fois-ci, c'est bon, on peut enchaîner. Alors, on tourne nos pages. Notre deuxième point, enfin, bon, c'est vrai qu'on a commencé par les formations parce que ça nous semble être vraiment l'élément le plus important et on pense qu'avant d'éduquer le public, même si on n'aime pas forcément ce mot-là, il faut déjà s'auto-éduquer d'une certaine manière. Mais donc, c'est vrai que le deuxième axe, c'était du côté public. Nous, pour information, on est en train de terminer de travailler sur une campagne d'affichage qui, idéalement,
que je mets d'ailleurs en partage d'écran, qui sera accessible pour tous les adhérents et qui sera aussi, normalement, si tout va bien, dans la rue et en gare, métro, etc., à la reprise des événements festifs. Donc, évidemment, on n'arrête pas de décaler depuis 1 an, donc on espère qu'un jour, elle sera dans la rue. L'idée avec cette campagne, c'était un peu, je crois qu'on voit mon écran si je ne me trompe pas. Pas encore. Pas encore? Ah mince, Non. attends. Hop, excuse-moi. Voilà. L'idée, c'était un peu de reprendre les grands thèmes, évidemment la sécurité, mais aussi tout ce qui peut être grossophobie, racisme et compagnie. En faisant cette campagne, on s'était dit que ça pouvait être pertinent pour les adhérents, évidemment ceux qui veulent l'utiliser, d'uniformiser le message d'une certaine manière et peut-être à force de voir toujours le même message, les mêmes couleurs, peut-être ça rentrera un peu plus facilement. Évidemment, il y a aussi d'autres campagnes qui sont très bien, mais en tout cas, voilà, on a celle-ci qu'on est en train de clôturer là et qui sera donc disponible, on va dire, début de l'été, quoi. Enfin, en tout cas, mai-juin, avant les événements. Donc voilà, ces 12 affiches. Bon, là, je vous les fais défiler de manière assez rapide, hein, mais n'hésitez pas. De toute façon, j'imagine que vous aurez notre contact après d'une manière ou d'une autre, et puis on pourra en reparler plus en longueur. Oui, donc cette campagne, on aimerait la mettre dans les grandes villes, évidemment, donc Bordeaux, Rennes, Marseille, Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, voilà, enfin, en tout cas, sortir de la capitale parce que c'est vraiment pas le but de rester qu'entre nous. Et puis, petit point, mais je pense que pour la plupart, ça semble déjà évident. Nous, c'est vrai qu'on est assez à cheval pour communiquer avec le public avant, pendant et après les événements, hein. On est tous sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas. Donc, c'est vrai que c'est cool de mettre des line-up, mais on pense que c'est aussi sympa parfois peut-être de réexpliquer un peu la base de la base, même si c'est vrai que c'est redondant, c'est jamais perdu quand même. Donc voilà, autour de cette communication-là, voilà, c'était juste ce petit point, je crois. Ouais, c'est ça. Après, on passe plutôt aux actions concrètes. Oui, après, ça va être ça. Après, la campagne de communication, elle sera dispo effectivement pour tous nos adhérents qui pourront les imprimer eux-mêmes. Et sur certains lieux, comme on va demander ce matin, on aura aussi la possibilité, si c'est des lieux pérennes et que ça a vocation à ne pas bouger, de nous-mêmes vous imprimer et plastifier des affiches de façon à ce qu'elles puissent rester en bon état dans vos lieux sur l'année. J'ai une petite question sur, vous parliez d'adhésion. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour adhérer à Actrate? Eh ben, on a remarqué ce matin qu'il fallait qu'on remette le lien sur le site parce qu'on l'a enlevé. D'accord. Mais on va le remettre cet après. Mais en effet, non, c'est sur Helloasso. C'est des prix progressifs en fonction, je crois que c'est 5 € si je ne me trompe pas pour quelqu'un, une personne physique. Et puis ensuite, en fonction association et du nombre de personnes qu'il y a dans votre société. Donc, ça va après de 10 à 50 € si je ne me trompe pas à l'année. Et vu qu'on parle d'adhésion, remarque, on peut peut-être aussi parler de la boîte à outils qu'on mettra à disposition sur le site et qui sera aussi comprise pour les adhérents et qui mettra à disposition pas mal de documentation et notamment de décryptage, surtout autour des normes ISO 121 notamment autour de tout ce qui est l'écologie, de mettre à disposition un listing d'artistes femmes, mais aussi d'artistes LGBT, d'artistes racisés parce qu'on sait que parfois, on nous dit qu'il n'y a pas de femmes qui savent mixer ou qu'il n'y a pas d'artistes racisés. En fait, si, il suffit juste de chercher un peu plus loin. Donc, on se dit que si on met à disposition des listings tout faits, c'est un peu prémâcher le travail, mais en même temps, si ça permet d'avoir un peu plus de représentativité et diversité sur scène, nous, en tout cas, on est prête à prémâcher le travail, ça ne nous gêne pas. Voilà, on souhaite aussi mettre en place un annuaire professionnel, entre un annuel professionnel de femmes, mais aussi technicienne, parce qu'on n'en parle absolument pas, mais c'est important de remettre un peu plus de femmes à ces postes-là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur cette adhésion et le back-office? Alors, l'adhésion, en fait, tout simplement, il suffit d'aller sur Helloasso et sur notre page Actrite Helloasso et on peut directement adhérer par ce biais-là. Pour l'instant, on a un site internet qui est un site de présentation puisqu'on est encore en train de travailler sur le back-office. Et effectivement, le back-office, ça va être toute une mise à disposition de ressources pour les professionnels qui souhaitent eux-mêmes être acteurs du changement. Voilà, être acteurs du changement, mais c'est surtout mettre en place eux-mêmes les choses sur leur lieu en interne sans avoir à passer par des plans d'aide spécifiques. Voilà. Donc, à savoir les assos en région qui vont donner des formations,
les contacts aussi, oui, d'assauts de réduction des risques, pour mettre des stands. Pour les stands, etc. Les contacts aussi de solutions, ça on travaille avec l'IRMA là-dessus, en matière de développement durable, que ce soit sur le matériel, les lights, l'énergie, mais aussi la restauration, voilà un petit peu tout ce dont on a besoin sur un événement. Et puis on travaille avec Bar en Trans pour vous décrypter un petit peu l'agenda 21 de la culture, parce qu'on sait que ça paraît une montagne à mettre en place, mais en fait, il y a tout un travail qui a été fait pendant des années pour le simplifier, et ils vont gentiment nous mettre à disposition toutes ces ressources pour vous aider à rentrer dans les normes si vous souhaitez vous mettre au pas et au vert. C'est important. Désolée, c'était la minute écolo, mais c'est vachement important. Et voilà, et c'est vrai que voilà, on insiste pas mal en ce moment sur le circuit court, en sachant que effectivement, en plus, on va sortir de crise, et que pour nous, c'est une composante essentielle. Ouais, en effet, ouais, d'avoir des artistes locaux, d'avoir un catering local, d'éviter le bœuf au catering, parce que c'est ce qui émet le plus de CO2. Bref, on sort des sujets agressions sexuelles et sexistes, mais en effet, on pense que ça fait aussi partie du monde de demain, voilà. Et que c'est évident de bosser dessus. Mais donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir vous mettre à disposition dans le back-office. Et effectivement, à côté de ça, on fait de l'accompagnement personnel, de l'accompagnement spécifique sur des lieux spécifiques, parce qu'un club ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un festival qui va brasser sur 3 jours 60 000 personnes et qui va avoir une implantation différente à chaque fois, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir, comme des blind spots, des safe zones, la gestion de son personnel et de ses équipes. Peut-être on peut préciser ce que c'est des blind spots. Oui, on peut. Je pose les questions. Les blind spots, c'est des endroits qui sont propices aux agressions sur des lieux où on n'a pas de lumière, en fait, où on ne voit pas, ou qui sont isolés, où on a très peu de lumière, et donc qui sont forcément propices aux agressions. Tout à fait. Voilà. Et oui, et pour rebondir là-dessus, c'est vrai, comme disait Cindy, l'idée, donc, c'est de faire un peu du cas par cas en fonction des événements, mais il y a quand même des sujets qu'on remet toujours sur la table, notamment le chill-out en fin d'événement. C'est quelque chose qu'on fait absolument plus. Enfin, en fait, moi, pour vous dire, je viens d'avoir 30 ans et je ne l'ai jamais vu sur un événement. Et on m'a dit qu'avant, apparemment, toujours à la fin d'un événement, de 6 à 7 heures du matin, par exemple, on passe avec du café ou du thé. Alors moi, honnêtement, Dieu sait que ça fait longtemps que je sors, mais je ne l'ai jamais vu. Et quand on m'a expliqué ça, je me suis dit, putain, mais c'est tellement évident, en fait, plutôt que de renvoyer les gens direct dans le métro. Parfois pas mal bourré, voire plus, évidemment. Donc, ouais, c'est des sujets qu'on remet sur la table, et également aussi de faire des safe zones à la sortie des événements, notamment souvent pour les femmes qui sortent et qui ne sont pas forcément en sécurité. Quand tu es dans la rue, qu'il est 6 heures du mat, souvent tu es bourré. C'est quand même pas mal de pouvoir rester aux abords du lieu, d'avoir de la sécurité autour, et finalement de ne pas être abandonné au milieu de la faune, parfois un peu sauvage de la rue, voire même tout le temps. Et aussi en fonction évidemment des organisateurs, mais nous on est super intéressés pour réfléchir à des formats soit de stands ou de workshops qui peuvent faire aussi interagir avec le public, de réfléchir à des manières ludiques, d'éduquer, ou en tout cas de questionner sur ces axes-là, voire des tables rondes si parfois il y a des événements qui commencent le jeudi et qui se prêtent un peu plus justement à discuter, parce que c'est sûr qu'on ne va pas en faire à 2 heures du matin, mais on peut totalement trouver des créneaux pour le faire. Voilà, c'est un peu. C'est un petit peu le tour, en tout cas en ce qui concerne le label. Après, on a vraiment pensé la sécurité des événements du moment où on part de chez soi jusqu'au moment où on rentre chez soi. Donc, à côté de ça, on est en train de travailler avec les VTC sur des formations spécifiques aux chauffeurs, et des solutions techniques à mettre en place pour les VTC qui aujourd'hui sont un peu à la traîne. Voilà. Parce que ça fait aussi partie de soirée, ouais. de la soirée, en fait, hein. Peut-être pas trop l'aller, mais beaucoup plus le retour, en fait, de nuit alcoolisée, sous substance, etc., où on peut avoir pas mal de problèmes
d'un côté comme de l'autre, hein, de toute façon, ça c'est... Voilà. Et à côté de ça, on travaille aussi sur un observatoire des femmes sur la place des musiques sur la place des femmes dans les musiques électroniques. Pardon. Ouais, dont on doit encore discuter avec Alessandra d'ailleurs, et également le ministère de la Culture. Mais c'est vrai que si même on regarde juste sur Google ou n'importe où, il y a très peu d'études sur le sujet. En général, c'est souvent des mémoires, et c'est déjà cool d'avoir des mémoires sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il n'y a encore rien de vraiment officiel et chiffré, en tout cas, sur ces questions des femmes dans les musiques électroniques. Et c'est notamment des sujets qu'on continue à porter aussi au sein de Technopole, qui est l'asso qui défend les actrices et acteurs des musiques électroniques. Et notamment, tous les ans, on organise la Paris Electronic Week où, avec d'autres personnes également qui font partie du conseil d'administration et pas que, et quelques bénévoles. On bosse donc sur des gros sujets autour de l'inclusion, la parité, la mixité, parce que ça nous semble indispensable. Et également aussi toutes les questions autour du handicap, par exemple, dont on parle très peu. Et finalement, oui, je vois la question, quel assaut Technopole, en effet. Et puis, le dernier petit truc, on est partenaire aussi sur un documentaire autour de la place des femmes dans les musiques électroniques qui devrait sortir courant de l'année. Donc voilà, on ne s'ennuie pas. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je crois qu'on a fait pas mal, oui. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez prévu dans vos protocoles et ou formations un volet dédié à la prévention sur la parité, le sexisme au sein des organisations et des équipes encadrantes des entreprises? Oui, bien sûr. Ça fait partie de la formation équipe encadrante. Ok. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Je réfléchis. Est-ce qu'on avait... Non, je crois qu'on était pas mal. De toute façon, non. Sinon, ce qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est de ne pas hésiter de nous contacter et que nous, on serait super ravis de réfléchir ensemble à monter des projets et même qui sortent. Là, c'est nous, en tout cas, tout ce qu'on a voulu proposer, mais il y a sûrement aussi d'autres moyens d'avoir des actions communes ou efficaces, que ce soit donc, comme on disait tout à l'heure, avec des assos, mais aussi des organisateurs, organisatrices, quoi. Si on sort même un peu des sentiers battus, pourquoi pas. Si on trouve d'autres moyens de communiquer aussi. Enfin bref, on est assez open, et ce qu'on trouve surtout super chouette, c'est de pouvoir collaborer et essayer d'avancer ensemble finalement sur ces sujets-là, et que petit à petit, ça devienne la norme finalement. Non, c'est vrai que ça nous intéresse aussi. C'est très intéressant de faire de l'accompagnement spécifique. Par exemple, là, on a eu des demandes sur des festivals et c'est intéressant de prendre un projet dans son ensemble dès le départ, parce qu'effectivement, on peut mieux le travailler d'entrée de jeu et mieux sécuriser d'un bout à l'autre en fonction de ses plans d'implantation, de son fonctionnement, etc., de le prendre bien en amont. On a des demandes déjà pour 2022, mais on sait que voilà, il y a des parties sur des festivals qui durent 3 jours. Il y a aussi toute une partie camping à gérer, à laquelle on ne pense pas forcément. Et où en général, c'est là où se passent les pires gestes et faits, clairement. J'ai remis votre mail de contact dans le chat. C'est bien le bon mail de contact, act.right.france@gmail.com. Ouais. C'est ça? Tout à fait. Très bien. J'ai une personne qui nous demande quel est le lien entre les questions de parité, visibilité, inclusivité et celles de la sécurité et des violences, puisqu'elles sont souvent traitées ensemble et que ça a du sens. Ouais, attendez, j'organise la question dans ma tête. Tout simplement, parce qu'en général, c'est les minorités qui subissent le plus d'agressions. Donc, en fait, puis nous, c'est vrai... Alors, on a quand même aujourd'hui des chiffres, et on sait aujourd'hui que le plus grand nombre d'agressions se passe sur des soirées LGBTIQ+, et en sortie de soirée LGBTIQ+. Et effectivement, du coup, ça fait énormément de sens pour nous que ça se rejoigne. Et aussi, dans les soirées, on sait quand même que même si dans les soirées, on va dire, straight, hétéro, c'est quand même beaucoup les femmes qui se font agresser, beaucoup plus que les hommes, même s'il y a des agressions sur les hommes aussi, et qu'on ne les oublie pas. Puis ouais, en effet, c'est vrai que il y a toujours cette question, mais qui revient parce que nous aussi, on la pose, en effet, par exemple, dans le documentaire, vis-à-vis des artistes, etc. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des causes séparées ou plutôt essayer de les bosser ensemble? Et c'est vrai qu'on est toujours dans cette idée de
d'essayer de réfléchir toutes et tous ensemble et sur toutes ces questions qui se rejoignent toujours tôt ou tard, quoi. Et que finalement, ça faisait pas sens, par exemple, de se limiter que aux agressions envers les femmes, puisque finalement, comme disait Cindy, ça peut aussi toucher les hommes. Ça touche n'importe qui, finalement. Une femme peut être agresseuse comme victime. Enfin bref, il n'y a pas… Évidemment, il y a des statistiques et on sait plus ou moins quand même quelles sont les personnes les plus touchées par ce genre de comportement. Mais on ne peut pas faire de généralité non plus. Donc, ça nous semblait évident, en effet, de le bosser dans ce sens-là et d'avoir aussi des équipes autour de nous qui représentent les différentes minorités. Parce que là, on est 2, mais il y a quand même une vingtaine ou 25 personnes qui bossent derrière, qui, pour l'instant, tout le monde est bénévole et met de son temps et de son énergie. Et donc, pour remonter aussi le plus de problèmes et ceux sur lesquels on peut travailler, et ceux qui nous touchent déjà, nous, en interne et en général. Donc, après, ça retouche le grand public derrière. Ouais, et puis il y a surtout quelque chose qui nous est cher, nous, depuis le début, c'est qu'on n'est pas, genre pro, on n'est pas dans un truc où on veut rester entre femmes et travailler entre femmes. On travaille aussi avec des hommes dans nos équipes et on estime que, en fait, quand on fait partie du problème, on fait aussi partie de la solution et inversement, et qu'on fera changer les choses que si on travaille ensemble, en fait. Et donc pour nous, ça fait sens que tout le monde travaille ensemble, en fait, parce que sinon, c'est bien de faire des actions ciblées, c'est super cool. Maintenant, à un moment donné, si on veut faire changer vraiment les mentalités, etc., il faut que tout le monde, chacun, faut qu'on s'allie à un moment donné, qu'on travaille tous ensemble et qu'on aille tous dans le même sens, en fait, quoi. Oui, clairement. Enfin, il y a quelques espaces qui sont indispensables en non-mixité, mais c'est vrai que le but à long terme, pour nous, c'est que tout le monde puisse se mélanger dans le public et on espère qu'on n'arrivera jamais au stade, parce que l'autre jour, je crois que quelqu'un nous avait posé la question, pourquoi pas faire des événements qu'avec un public féminin, par exemple. Et moi, j'ai aucun souci pour faire ça, mais ce n'est pas le but final. Le but final, c'est quand même d'arriver à toutes et tous coexister dans un même lieu, quoi, ce qui semble assez évident, normalement, de base, dit comme ça. J'ai une question, justement, vous parliez de l'étude sur les agressions en milieu LGBTQU+. Est-ce que vous avez une source sur cette étude? Oui, alors je ne l'ai pas là de suite, mais si je pourrais les fournir, effectivement. D'accord. J'ai une question sur les tarifs de vos formations. Est-ce que vous pouvez donner une fourchette, peut-être Alors, on est en train de travailler là en façon, justement, parce qu'on a décidé qu'on allait s'aligner tout ensemble, justement, sur les tarifs. Donc, je n'ai pas de grille de tarifs sur les formations à donner aujourd'hui, puisque après, on fait effectivement des devis spécifiques en fonction des besoins de chacun. Maintenant, si vous souhaitez une formation équipe encadrante sur 2 demi-journées, on va être à peu près sur 1 500 € en fonction du nombre de personnes qu'il va y avoir. Si vous nous dites on a 50 personnes à former, évidemment, ce ne sera pas ce tarif-là, mais si on est sur une équipe qui va jusqu'à une vingtaine, 20-25 personnes, on sait qu'on peut former pour 1 500 € sur 2 demi-journées, au moins les équipes encadrantes. Oui, et puis après, il y a aussi, et en fonction, en effet, comme tu disais, des structures, mais évidemment, on sait que par exemple, un gros festival et une petite asso qui va faire des événements totalement gratuits tout le temps et qui fait très peu de bénéfices aussi, l'idée, c'est de s'adapter en effet en fonction de la taille. Et donc, je viens de répéter ce que tu avais déjà dit. Mais après, oui, on réfléchit et on attend de voir les budgets qu'on va pouvoir, qui vont nous être alloués et ce qu'on va pouvoir récupérer en trésorerie sur l'année. Mais à terme, c'est aussi de pouvoir aider les tout petits organes à s'organiser et à se former et d'avoir un budget spécifique pour faire des tarifs solidaires. Hein. Ok, merci. J'ai une personne qui nous demande ce que vous préconisez en termes de parité de line-up et est-ce que vous pensez que des quotas doivent être mis en place pour y parvenir? C'est mon sujet préféré. Bon, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Hein. Nous, en effet, on est pour les quotas tout simplement pour rétablir un équilibre. On sait que pour l'instant, cet équilibre n'existe pas ou très peu. Et que malheureusement, si on ne force pas les gens, parfois, ça ne change pas. C'était notamment le grand sujet avec le CNM toute l'année dernière. Hein, comment essayer de bosser sur ces quotas ou en tout cas inciter les gens.
Moi, j'aime pas le terme de quota, je préfère parler de représentativité. J'aime pas l'idée de chiffres, etc. Mais de se dire qu'on peut, que sur un événement, mais pas que sur les line-up, hein, je pense que ça ne concerne pas que les line-up, ça concerne aussi les équipes, toutes les équipes qui sont derrière et qui travaillent derrière. Et c'est hyper important que ce soit qu'il y ait une représentativité assez à l'image de notre société, en fait, hein, tout simplement. Oui, et peut-être... Ouais, et puis, hormis la parité, c'est vrai, en tout cas dans les équipes en interne, souvent les filles sont à la communication et au graphisme, les hommes sont gérants ou directeurs artistiques, les personnes racisées sont à la sécurité, et puis au bar, bon, ça se mélange un peu plus. Donc, c'est... Bon, comment avoir un moyen d'action là-dessus, ça, je ne sais pas, c'est pas encore dans nos compétences. Mais en tout cas, oui, si on pouvait un peu aussi redispatcher... la parité, elle existe dans certaines équipes, mais avec des postes bien précis. Et c'est vrai qu'on serait contente, par exemple, s'il y avait plus de directrices artistiques. Je crois que si on fait le tour en France, ça se compte à peu près sur une main et encore. Mais donc, oui, on est pour un peu chambouler les choses et s'il faut les imposer d'une manière... Nous, sur notre charte, de toute façon, c'est vrai que ça va faire partie, c'est des choses qui font partie de notre charte de valeurs qu'on demandera à nos adhérents de signer s'ils souhaitent obtenir le label en termes de parité, de mixité, d'inclusion, mais aussi d'équité salariale. Donc, merci. On n'a pas une question cette fois-ci, mais une réflexion, une remarque, un partage d'idées, un partage d'initiatives. C'est le festival ADRA qui nous dit qu'ils ont organisé un atelier cartographie des espaces sensibles pour identifier justement les zones à risque, et on parlait des blind spots tout à l'heure, sur 20 hectares en festival en tant que festivalier et festivalière. Et la personne nous dit que c'était intéressant de voir que les gens identifient des lieux, donc des parkings, des zones d'ombre, un manque de vigile ou des activités nocturnes, et des idées intéressantes peuvent en découler. Donc, il y a eu une idée d'un camping en non-mixité notamment. Et voilà. C'est génial. Bravo. Ouais, il y a de plus en plus de festivals qui réfléchissent un peu en effet à ces campings en non-mixité sans que ce soit une obligation, mais en tout cas, si certaines veulent rester entre nanas et peut-être s'estimer un peu plus en sécurité, c'est vrai, pourquoi pas, après tout. C'est pas un but final, mais si en attendant, ça permet de régler quelques soucis, c'est déjà chouette. Voilà, j'ai plus de questions pour le moment. Je réfléchis si je n'en ai pas moi qui me viennent comme ça. De toute façon, si jamais il y a des questions qui arrivent après, oui, on est super disponible. Et puis, je me disais, est-ce qu'on peut faire un mail récap à toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire, peut-être remettre les informations générales et un peu ce qu'on a dit, et ça permettra peut-être d'avoir ça pour tout le monde. Je peux complètement partager tout ça et puis remettre justement les liens vers l'adhésion, les liens vers votre site internet et puis votre adresse contact. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment de l'obtention du label, etc. C'est des choses qu'on n'a pas abordées, en fait, je crois. Non, pas particulièrement. Mais on peut le faire maintenant, si vous voulez. Allez, vas-y. Voilà, mais je vais le faire très succinctement, mais effectivement, pour l'obtention du label, on va demander un certain nombre de choses, donc de nous remplir un formulaire qui sera disponible sur le site dans le back-office adhérent, avec les engagements que vous souhaitez mettre en place sur l'année en matière, en termes de sécurité, de parité, de mixité, d'inclusion et d'équité salariale, de RDR et de développement durable. Et donc, par la suite, on va vous demander de signer cette charte, cette charte Act Right qui va reprendre tous ces points, donc qui sont le fait de former les équipes, parce que ça, c'est quelque chose pour nous qui est essentiel. Pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment de commencer par se former en interne, de communiquer
Si nous, on vous met une campagne à dispo, si vous ne souhaitez pas mettre notre campagne, vous pouvez aller en prendre d'autres qu'on vous mette, que ce soit de chez nous ou d'ailleurs, mais qu'il y ait de la communication sur chaque événement, en amont, pendant, ensuite, et dans les lieux, dans vos lieux, c'est hyper important, et qu'il y ait au moins tous les ans une mesure en matière de réduction des risques et en matière de développement durable qui soit mise en place sur vos événements ou sur vos lieux. Ouais, en effet, on sait que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain et que c'est compliqué à mettre en place aussi et qu'il y a souvent aussi des logiques budgétaires et que ça change pas mal l'organisation des événements. Mais que si peut-être tout le monde, chaque année, mettait en place une petite mesure plus une petite mesure, au final, dans 5-10 ans, on arrivera peut-être à, en tout cas, un écosystème un peu plus responsable et respectueux. Et en effet, on dit que ça passe par toutes les sphères et toutes les strates. Et en plus de ça, vous bénéficierez beaucoup plus facilement d'aide, puisque aujourd'hui, toutes les institutions se sont mises sur ce créneau et c'est des choses qui vont devenir indispensables pour pouvoir bénéficier des aides à venir. C'est bien parce que quand on continue à parler, il y a des questions qui arrivent. Donc j'ai une question sur justement la non-mixité, qui est la suivante. Comment mettre en place des solutions en non-mixité comme les campings sans discriminer les personnes trans? Si le contrôle se fait sur le physique, par exemple, on risque de mégenrer des personnes qui n'ont pas un passing en accord avec le genre auquel ils s'identifient. Alors, je pense que déjà, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de, je pense que chacun doit pouvoir choisir l'espace dans lequel il va se rendre, en fait, tout simplement, de faire un espace homme-femme, un espace en non-mixité, et après que chacun puisse choisir l'espace dans lequel il a envie de se rendre, et un espace complètement mixte, quoi. Je pense que c'est à terme, enfin, je pense que c'est tout à fait envisageable. Je pense que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. C'est juste de repenser l'espace, en fait. Hein. Donc, c'est après, en termes de logistique, sur les lieux, ça change rien, ça coûte pas plus cher. C'est vraiment repenser sa façon, repenser l'espace, repenser son implantation, quoi. Du coup, j'ai la personne qui demande comment contrôler que des personnes n'aillent pas au camping réservé aux femmes. De toute façon, il faut de la sécurité. Enfin, nous, c'est quelque chose qu'on trouve essentiel, c'est il faut de la sécurité qui tourne sur les campings. Après on n'est pas non plus la police, donc on ne peut pas non plus faire des contrôles de police sur les campings. Mais on peut avoir des équipes, effectivement, et on en parlait encore ce matin en disant que c'était essentiel d'avoir des agents de sécurité qui soient spécifiquement formés pour repérer effectivement des situations à risque ou anormal, en fait. Que ce soit sur un dance floor ou dans des lieux de passage ou effectivement sur des campings, quoi. Puis en effet, comme disait Cindy, hormis repenser l'espace, et également pour les personnes qui sont non-binaires, ça peut être tout simplement un système de bracelets avec des couleurs différentes. Tu arrives au festival, tu dis, bon, bah, moi, en tout cas, moi, je suis du genre féminin ou du genre masculin, qu'importe ton sexe, tu as une couleur de bracelet et tu as un sécu, enfin un vigile qui est à l'entrée de chaque camping. En effet, il faut arriver à baliser, donc c'est ça qui peut être un peu compliqué, mais en vrai, limiter ou un espace, en général, on arrive à le faire. Donc voilà, ça peut passer par des systèmes assez simples finalement. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment encore. Peut-être que vous avez encore quelque chose. Nous, on a fait un vous bon avez tour. fait le tour. Ouais. Mais comme on a dit, ouais, on peut faire ce beau récap. Ça se trouve, peut-être on a fini 10 minutes avant parce qu'on a répondu à toutes les questions avant d'y répondre. Aussi, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé d'ailleurs. Non, mais on va faire ça. On va faire un beau récap courant de la semaine. Comme ça, tout le monde pourra le recevoir. Et puis. Ah si, on a oublié quelque chose. Ah, on a oublié la gestion de crise. On a oublié la gestion de crise. Voilà, oui, on a oublié la gestion de crise. C'est vrai qu'aussi. Comment vous gérez une crise et l'après-crise? Surtout en interne, oui. Ouais. Et surtout en ce moment, on sait qu'il y a pas mal de dossiers qui explosent dans tous les sens, notamment d'artistes et pas que. Et donc, c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels aussi on se penche, comment on gère la crise, comment on communique dessus et comment ça se passe après pour remettre un peu de sérénité au sein des sociétés ou des associations et pour éviter que ça se reproduise. Donc,
idéalement, on espère ne pas arriver aux gestions de crise parce que ce n'est pas le but. Mais en tout cas, on sait que c'est des choses là qui vont arriver de plus en plus aussi et que c'est indispensable de le faire. Et que même s'il y a une crise, on peut arriver quand même à en sortir, entre guillemets, quelque chose de positif, même si je ne dis pas qu'il faille arriver à la crise pour que ce soit positif. Mais en tout cas, après, réinstaurer des process, des manières de faire, et que ça ne se reproduise pas, et d'éviter surtout de mettre les choses sous le tapis et de ne pas en parler, parce que l'omerta, on a bien vu, c'est quelque chose qui ne fonctionne absolument pas et qui brise des personnes surtout. Et ça... c'est nul, quoi. Voilà. Non, puis c'est essentiel pour les structures aussi de se protéger et de gérer une crise. Il faut aussi voir, c'est bien de voir le côté sécurité publique, etc., intervenant, voilà. Mais une structure peut avoir quelqu'un qui va poser un problème. C'est pas pour autant que toute la structure est pourrie. Et effectivement, c'est important de pouvoir protéger la structure ça n'impacte pas. Que ça n'impacte pas non plus nécessairement la structure en elle-même. De dire, de savoir comment on gère. À partir du moment où on dit, voilà, il y a tel problème en interne, comment est-ce qu'on recueille ce problème, comment on le gère, avec qui on le traite, de quelle façon, une fois qu'il est traité, comment on communique dessus, de façon à ce que ce soit pérenne et pour la personne incriminée, et pour les victimes, et pour la structure. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner si le cas se présente. Oui, parce que c'est important aussi de retrouver, après une crise, et même si on espère qu'elle n'arrive pas, effectivement, de retrouver un retour à la normale sereinement. Oui, puis d'en tirer les conséquences, tout simplement, et d'avancer vers quelque chose de plus positif. Ouais. Voilà, c'est tout pour les questions. Si je vous laisse peut-être le mot de la fin, mais... merci tout le monde. On ne vous voit pas, donc c'est assez étrange. On y est. Donc, merci de nous avoir écoutés. On espère que c'était clair et intelligible. C'est pas forcément évident de parler face à un écran, même si on est habitué. Mais c'est quand même toujours plus cool d'avoir des vraies interactions. Donc on espère vous rencontrer un jour et surtout de retourner faire la fête et d'organiser des fêtes. Et puis à très vite, on espère. Voilà, et puis de vous aider à les organiser si besoin. Et puis de toute façon, Alexandra vous a remis notre mail. Si jamais vous aviez d'autres questions, on est à votre dispo et on vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, et vous pouvez retrouver les replays des webinaires sur la page égalité du site internet du CNM. Les 2 derniers ne sont pas en ligne parce qu'on a eu des petits problèmes de diffusion, mais on essaie de faire ça très vite pour que tout soit en ligne très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.